Alain Choquette. On a de la lecture. Oui. Bienvenue à prochain numéro. Merci de l'invitation. Le balado du magazine 7 jours dans lequel on revisite ta carrière à travers nos archives. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'entrer dans une salle d'attente et de tomber sur ton propre visage sur un magazine? Ben moi, j'ai pas tellement fait d'entrevues dans les magazines, seulement lorsqu'on débutait des nouveaux projets. Donc, j'ai pas fait la une souvent, à part quelques reprises, mais honnêtement, non. C'est jamais arrivé. Non. On m'en parle des fois, oui. mais j'ai vu ta face chez le dentiste, mais sinon, ça m'est pas arrivé, non. Bon. Avant de plonger dans nos archives, justement, on aimerait te parler de tes débuts, donc dans le milieu, qui revient à ta participation à Adlib, animé par Jean-Pierre Coallier au début des années 90. Est-ce que tu peux nous raconter comment ce projet-là est arrivé à toi? Oui, alors moi, j'avais un boulot dans l'hôtellerie. J'avais une carrière qui se développait, que j'adorais. Parce que je viens des Laurentides. Laurentides, c'est rempli d'hôtels et d'endroits, à l'époque, d'endroits merveilleux. Et moi, j'avais un super bel emploi dans un hôtel, l'hôtel L'Estérel. Et ça faisait 5-6 ans que j'étais là. Puis j'avais vraiment un beau lien d'appartenance avec cette bâtisse-là, ce lieu-là, qui était un peu comme un resort, là, où tu avais plein de disciplines sportives que tu pouvais faire. Alors, j'adorais ça. Et à un moment donné, pour des circonstances, on m'a remercié. Et une raison que j'ai jamais su, mais que j'ai su quelques années plus tard. Alors là, je me suis retrouvé sans emploi, mais au travers de ces années-là, je faisais quand même de la magie. J'avais commencé très jeune dans un cinéma à Sainte-Adèle, où j'ai fait mes premiers shows sur scène à 14 ans. Et j'avais développé un petit réseau d'hôtels, d'entreprises dans le Nord où je faisais mes shows pour des écoles, des fêtes d'enfants, des hôpitaux, des centres pour personnes âgées. Alors là, je me retrouve plus d'emploi, puis je me dis, je vais prendre un peu de temps pour moi et je vais essayer de développer ça. Et la meilleure façon pour moi de me faire connaître, c'était de passer à la TD. Et l'émission la plus vue à ce moment-là, c'était Adlib, qui faisait 1 million de codes d'écoute tous les soirs dans ce temps-là, qui est sur une population de 6 millions. C'était énorme. Oui. Alors, j'appelle les gens d'Adlib. Ils ne sont pas intéressés. Et là, c'est toi qui as pris les devants, quand même. Moi, j'ai appelé, j'ai dit « Bonjour, je suis magicien, je vais passer à votre émission. » Ce qui se fait plus bien aujourd'hui. Non. Et là, la directrice de production m'a dit qu'elle n'était pas vraiment intéressée. J'ai dit « OK. » Et là, je ne me suis pas laissé. Moi, un nom, ça m'appartient pas. Alors, j'ai regardé Adlib toute la semaine pour trouver une idée, peut-être quelque chose qui pourrait les accrocher. Et le jeudi soir, à TVA, le hockey est en direct. Le hockey joue à TVA et Adlib est en direct de 10h à 11h. OK. Donc, Vanessa, ils ont un problème. C'est quoi? Bien, souvent, ça déborde un peu. Exactement! Ouais. Ça prend quelqu'un qui connaît ça pour trouver la réponse. Première période, deuxième période, prolongation. Ils ne connaissent pas la durée de l'émission. Oui. Donc, ils ne savent pas à quelle heure ils vont rentrer en ondes. Ils savent qu'ils vont finir à 11h avant les nouvelles. Donc, je les ai appelés. Je disais, moi, je peux peut-être vous proposer quelque chose, un invité tampon. Il est là. Si vous en avez besoin, il est prêt. Sinon, on le garde. Ils ont aimé l'idée. Ils ont dit, parfait, viens nous voir. Je suis descendu à Montréal, à Télémétropole, sur la rue Papineau. Et c'est-tu Papineau, non? Papineau Maisonneuve, oui, exactement. Oui. Et là, j'ai tout sans souvenir. Je suis allé au bureau, je les ai rencontrés. Je leur ai fait 2-3 tours. Ils ont aimé l'idée. Et là, ils m'ont essayé. La première émission, j'ai pas passé. Pas parce qu'il était en retard, mais parce que les entrevues allaient partout. C'était vraiment un peu... Il y avait de l'action, là. Ouais. Donc, j'avais pas ma place. Et moi, je travaillais avec les invités de l'émission. Donc, c'était ça mon concept. Je personnalisais mes numéros. Et la deuxième émission, là, j'ai eu mon invité et là, je capotais. Là, Vanessa. C'était comme mon chanteur préféré à moi. Tu te souviens, c'est qui? Julien Clerc. Ah, OK. Et j'oublierai jamais. D'ailleurs, j'ai tous mes passages télé à Adlib dans mon ordinateur. Alors, je me rappelle parfaitement des numéros que j'ai faits et tout ça, la nervosité que j'avais. Et finalement, ils m'ont gardé toutes les semaines pendant 8 ans. Alors, c'est ça l'aventure d'Adlib. Ça paye être persistant. Oui, je pense que... Mais j'étais convaincu que j'avais un produit pour eux. Et cette, on en parlera plus tard, mais cette philosophie-là de foncer, je l'ai gardée toute ma vie. Et ce qui m'a amené à faire 35 ans ce métier-là. Quand même, hein?
on est allé piger dans nos archives chez nos amis de TV Hebdo. Donc, c'était une entrevue toute récente là, qu'on vient de sortir tout récemment. Tu as parlé, entre autres, justement, de Adlib. On aimerait te parler de la photo d'archive qui est dans le magazine. Donc, si tu peux prendre le magazine numéro 1 sur la table à côté de toi. Oui. OK. TV Hebdo 2025. OK, donc c'est très, bien très récent. La photo numéro 1. Un post-it, ouais. Avec Céline? Oui! 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 Est-ce que ça dit quelque chose, ce moment-là? Bien sûr, ben oui. Tu sais, rencontrer Céline ou rencontrer des personnalités, on en voyait à toutes les semaines. Fait que ça faisait partie de notre pas notre quotidien pour moi, mais ça faisait partie de notre travail. Et on n'était pas intimidés. Tu sais, à un moment donné, je me rappelle, j'étais autour de la table. Il y avait Rock Voisine à l'époque où c'était vraiment là, une méga star. Là. Et il y avait Dominique Michel. Tu sais, j'avais tout ça autour d'une table. Puis moi, je gérais bien avec ces gens-là. On a eu des vedettes françaises, Philippe Noiret, Véronique Sanson, tu sais, j'en oublie, là, mais moi, mon plaisir, c'est que j'avais hâte de leur montrer ce que j'ai créé spécialement pour eux. Autant des chanteurs, des comédiens, des auteurs, des sportifs. J'avais un plaisir à créer. J'avais un auteur qui m'aidait au niveau de mes textes, qui était Pierre Légaré. Ah, oui. Qui m'a aidé avec qui j'ai collaboré plusieurs années. J'avais quelqu'un qui m'aidait au niveau de la magie. Un monsieur qui s'appelait Gary Wallet, un monsieur de Québec, qui était comme une encyclopédie dans la magie. Donc, on travaillait les numéros à 3. Et j'avais hâte. Donc, j'avais un petit peu la nervosité de peut-être manquer mon numéro parce que c'était du matériel nouveau que j'avais pas tellement répété, j'avais pas eu beaucoup de temps. C'est arrivé que je me plante à quelques reprises, mais ça faisait partie de l'humour et Jean-Pierre attendait que ça. Et ce qui faisait rire le public. Donc, j'étais pas magique, mais j'étais drôle. Ça faisait... Au moins un des deux. Il y avait un des deux. Et oui, Céline, je m'en rappelle parftement. Donc, sur cette archive-là, on voyait, tu faisais un tour de magie là, à Céline. Oui. Oui, qui avait été super bonne complice dans ce numéro-là. Et d'ailleurs, j'avais été son cadeau surprise pour ses 30 ans. Oui. Il avait organisé un surprise party sur le thème du disco. Et j'avais fait un show il y avait à peine une centaine de personnes. Ouais. Et c'était un beau moment que je n'oublierai pas. Et avec la photo qui était là, donc dans l'extrait télé, par contre, Céline disait que vous vous connaissiez depuis longtemps. Donc, est-ce que tu te souviens de votre première rencontre? Donc, ça remontait avant ça? Ah, bien sûr. Oui. C'est dans le cadre des émissions de télé où je lui ai fait des numéros. Et par après, j'ai joué à Las Vegas pendant 5 ans. Et eux venaient à l'occasion à Vegas et sont venus 2 fois voir le show. Et après ça, on a pris un verre dans leur loge. Et je me rappelle, René, à un moment donné, « Hey, tu t'es tellement bon! » Il dit, « Je vais appeler Johnny Carson demain matin. » Et il l'a pas fait. Non. Toi, tu l'as pas appelé? T'es bon pour rappeler normalement? Oui, ben là... C'était un peu plus compliqué. Oui. Qu'Adlib, mettons. Oui. TVA, Télémétropole, c'est pas... un petit step. Avant de percer dans le milieu, tu disais un peu, donc tu as travaillé en hôtellerie, tout ça. Tu as aussi été un grand sportif dans ce qu'on pouvait lire. Est-ce que tu as œuvré un peu là-dedans ou c'était vraiment une passion à part? Non, écoute, on n'aura pas assez d'une heure pour te parler de toutes les disciplines sportives que j'ai pratiquées. Même à l'école, on jouait à tout, que ce soit les sports de raquettes, les sports d'équipe, les sports individuels. Moi, j'étais bon dans tout, mais élite dans rien. Mais j'ai eu quand même des disciplines où je me suis un peu plus poussé. Le tennis, j'avais eu un classement au niveau Québec. J'ai joué au hockey junior majeur. Au volleyball, on s'est rendu au provincial, ce qui était très, très, très fort calibre. Jeux du Québec, double médaillé. Alors, j'aimais tous les sports. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'étais un peu plus polyvalent dans plusieurs... on dirait que ça nous pousse à avoir plusieurs passions, d'aimer plusieurs choses. Le fait de s'intéresser à plusieurs disciplines. Et souvent, les études passaient deuxième. Un peu, ouais.
les récréations, la cloche sonnait. Oh non, on continuait notre partie de ballon chasseur. On gardait un petit 5 minutes de plus. Mais non, c'est vraiment... ça a été important et ça l'est encore aujourd'hui, d'ailleurs. Donc, si on passe maintenant à ta première archive dans le magazine 7 jours, donc là, on a touché au TV Hebdo, mais pour le 7 jours, ta première archive, on est en 94. Ce n'est pas une entrevue, par contre, c'est simplement une photo de toi et ta compagne de l'époque, Marie-Soleil Touga. Vous étiez sur le tapis rouge de La Disque. Si tu veux la voir, c'est le magazine numéro 2 que tu peux prendre dans tes mains. Oui. Donc, c'est ça. C'était simplement une photo, c'était pas une entrevue. Et ça disait aussi que vous vouliez faire taire les rumeurs de séparation. Oui. À cette époque-là, d'ailleurs, ça a été ma seule nomination à vie dans des galas. Ah oui? J'ai jamais rien gagné. Est-ce qu'il y a un gala de la magie qui n'est pas télévisé, qu'on ne connaît pas? Il y en a en Europe. Oui. Il y en a en Europe, mais en France, il y en a un. Mais au Québec, non. Puis moi, c'est drôle, même quand ils ont commencé les Oliviers, il n'y avait pas de catégorie pour moi. C'est vrai. Et revenant à Marie-Soleil, ça me touche beaucoup. Oui. Et je peux vous expliquer cette situation-là. On avait pris un petit moment d'arrêt mutuellement. Okay. Et on s'était donné une date. Alors, pendant un certain temps, on ne s'écrivait pas, on ne se parlait pas. Et moi, je jouais, c'était mes débuts aux États-Unis. J'étais à Atlantic City à ce moment-là. Je jouais au Caesars Palace, un contrat de 6 mois. Et j'étais revenu au Québec. Et c'était notre date, c'était notre période de retrouvailles où on avait été manger, on s'était donné rendez-vous dans un restaurant sur Avenue du Parc. Et on avait été au gala ensemble. Donc, et je repartais quelques jours après. Tu faisais souvent le in and out en bon Oui, français, ça se faisait bien, ça se faisait bien. Alors, ça avait été nos retrouvailles. Ça a été une belle relation qui a duré 3-4 ans. Quand même. Et je garde de beaux souvenirs, oui. Oui, bien justement, en 2007, tu nous avais accordé une entrevue dans un numéro spécial qui marquait donc le triste 10e anniversaire du décès de Marie-Soleil. Si tu peux prendre le magazine numéro 3, tu nous racontais votre première rencontre. Oui. Si tu ris, est-ce que c'est parce que tu t'en souviens un peu déjà de cette rencontre-là? Oui, ça a été une émission de télé qu'on a animée ensemble tout un été qui s'appelait... OK, parce qu'on n'a jamais trouvé le nom. On faisait des recherches, on se demandait c'était quelle émission. OK. Ça s'appelait Montréal-les-Îles. OK. Et on tournait sur l'île Sainte-Hélène, à côté de la Boule. Et... dans les jardins, et ça a été un été, encore une fois, il y a Pierre Légaré qui était avec nous, qui écrivait les textes, tout ça. On s'est amusés comme des fous, et il s'est développé une super belle chimie entre nous deux, et on est tombés amoureux, à la télé. Bien, la citation que tu nous dis, c'est exactement ça. Si tu veux nous la lire, tes souvenirs je sais sont pas, bons. Ça commence à nous nous sommes rencontrés en 91. Normalement, le petit post-it là, dans le magazine. Ah oui, lire ici. Oui. OK. Nous nous sommes rencontrés en 91 sur le plateau du tournage d'une émission au Parc des Îles. Comme nous travaillions de longues journées, 5 jours sur 7, nous étions liés d'amitié, nous avions établi une belle complicité. Notre histoire a débuté par une rencontre en dehors du plateau de tournage. Non, il n'y a pas eu le premier baiser à la première rencontre. Là. Ça a pris un petit bout de temps quand même. C'est drôle de dire, mais justement, à ce moment-là, j'ai ces souvenirs-là en tête. La semaine passée, oui, j'ai quelques extraits sur DVD où on faisait un petit sketch d'ouverture écrit par Pierre. Et moi, je m'amusais toujours à la déranger. Parce qu'elle, c'était un peu une perfectionniste. Elle aimait ça livrer exactement. Là, puis j'ai répété plus tard des textes avec elle pour ses téléromans. Puis elle était vraiment là, première de classe. Oui, et rapide en plus. Ouais. Alors, et elle faisait une chronique, entre autres, ce qu'il y avait à faire à Montréal, dans la région, ce soir-là, parce qu'on est en été, les festivals, les activités, tout ça. Puis moi, je la dérangeais tout le temps. Je m'amusais à la déranger. et ça a été une série de fous rires, de plaisir et une belle complicité. Et on est vraiment eu... C'était, comment je pourrais dire, un coup de foudre de job. Et dès la première journée, moi, je la connaissais pas. On a pris une session de photos
sur les lieux, à l'île Sainte-Hélène. Et elle m'avait mis super à l'aise parce que, bon, j'étais un petit peu intimidé. Et par après, bon, ça a été un amour passionnel du jour 1 jusqu'au dernier. C'est un amour passionnel, ça fait... C'est soit là ou là. Oui, ça va jamais dans le milieu. Non, dans les extrêmes. C'était vraiment des moments un peu plus difficiles, mais des moments extraordinaires aussi, des très beaux souvenirs. Et ça aurait duré, tu disais, un 3-4 ans. Ouais. Et mis à part là, la photo qu'on avait de vous à la 10, vous avez été quand même discret publiquement. Est-ce que c'était important pour toi de garder cette sphère-là de ta vie plus privée ou encore à ce jour? On ne te voit pas beaucoup faire des apparitions? Ben non. Dans les 30 dernières années, j'ai eu 2 blondes. Une qui ça fait 15 ans avec qui je suis. Puis je pense qu'on a pris une photo lors d'un événement, lors d'un gala pour une fondation. Mais... Je sais pas, c'est pas que je veux garder discret, au contraire, quand t'es amoureux, t'as pas peur d'en parler, mais je sais pas, je trouve que c'est... Je sais pas comment l'expliquer, je l'ai jamais fait, vraiment, puis j'aimais pas utiliser ce côté-là pour promouvoir mes shows. Mm-hmm. Tu sais, mon ancienne blonde a quand même été 12-14 ans avec moi sur scène, donc on prenait des photos sur scène, puis il y avait une raison. Ouais. J'aime ça qu'il y ait une raison. Mm-hmm. Si je vais poster quelque chose sur Facebook, c'est pas pour toujours. Là, je montre mes chiens de ce temps-là, c'est une autre affaire. Là. Mais tu sais, j'aime pas trop rentrer là-dedans. Mais c'est juste une façon de voir les choses. Absolument, tu as bien le droit. Donc, après avoir participé à plusieurs émissions de télé, donc comme Ad-Lib aussi dans le décor, tu as lancé ton tout premier show, première apparition, que ça s'appelait, en 93. Ça a été un immense succès, surtout considérant que c'était un premier spectacle. Est-ce que tu peux nous parler de comment ce spectacle-là a été conçu? Bon, un premier spectacle, comment tu abordes ça à ce moment-là? Oui, alors moi, j'ai approché, je faisais beaucoup de shows dans des entreprises, des corporations, tout ça. Et puis bon, parce que j'ai une boîte de corporative qui m'a approché, Pierre Gravel à Granby, qui lui me proposait à peu près une centaine d'événements annuellement. Donc, je faisais beaucoup de shows. Et à un moment donné, j'avais envie de vivre la scène et j'ai approché un producteur qui était la plus grosse boîte de prod au Québec, qui s'appelait Avanti Spectacle. Et Jean-Claude L'Espérance. On s'est rencontrés. Et là, il a envoyé une équipe venir me voir lors d'un show. Et par après, on s'est rencontrés une deuxième fois. Et là, on a discuté d'un projet possible. Et on a fait une entente. Et on a bâti une équipe, décor, musique, metteur en scène, Bertrand Petit, qui est le même encore aujourd'hui, que j'ai depuis 35 ans. Et le show, il n'y avait jamais eu de show de magie qui avait fait de la tournée véritablement au Québec, avec quand même un gros show assez important, avec beaucoup de matériel, des décors, une équipe sur scène. Et on l'a fait 400 fois. On l'a fait 400 fois. Et entre autres, ce show-là s'est terminé au Forum de Montréal, qu'on a présenté à 10 occasions devant des salles de 10 000 personnes, qui s'est appelé Fascination. Et on avait fait 100 000 spectateurs dans cette semaine-là. Quand même. Et on l'a joué aux États-Unis aussi. Alors, donc, ça a parti ici. Ça s'est rendu à Atlantic City pendant 6 mois. Après, on est revenu ici. Après, on a fait Las Vegas. Pas Las Vegas, le Forum. Mm-hmm. Après, un petit peu de tournée. Et ce show-là s'est arrêté. Pendant ce temps-là, on écrivait le deuxième. Prenait déjà de l'avance. Ouais. J'imagine quand tu bâtis un premier spectacle, bon, t'as foi en tes capacités, tout ça, mais est-ce que tu as quand même été surpris du succès que ça a eu? Est-ce que tu t'attendais à quelque chose d'aussi flagrant? Surpris, on est toujours surpris, tu sais, on est surpris quand les gens nous saluent dans la rue, là. Mais en fait, c'est ce que j'espérais. Parce que encore une fois, je croyais en mon produit. J'avais une équipe, j'avais des gens qui ont du jugement, qui ont du métier, qui étaient capables de dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. On a fait nos devoirs comme des fous, on a répété. On a mis 1 an à créer ce show-là. Bertrand a fait un job de fou. Et la boîte
Avanti était derrière nous, avec de la pub pour nous faire connaître. Et la télé, quand tu es à la télé à toutes les semaines, aujourd'hui, on n'a pas cette occasion-là, mais d'être tout le temps là, ben, tu crées une demande. Puis Jean-Pierre était d'une générosité. Et on en parlera plus tard. Mais à Paris, j'ai vécu la même dynamique là, quand on se rend là. Absolument. Mais tu parlais de télé. On voulait savoir justement, est-ce que la télé est un tremplin vers la scène ou est-ce que la scène, c'était toujours le but premier que tu avais? Bien, en fait, au début, non. Au début, c'est de me faire connaître. Tout simplement. Mais l'approche de la télé, mon approche de la télé était différente aujourd'hui que des jeunes qui s'en vont à la télé. Aujourd'hui, on veut un moment de célébrité, mais moi, c'était pas le cas. Moi, c'est de me faire connaître dans le but de vendre mes services à des entreprises. C'était ça, là. C'était pas du tout... Fait que, tu sais, oui, on veut se faire connaître, mais c'était pas j'avais pas ce besoin, et encore aujourd'hui, de reconnaissance. Moi, je voulais juste travailler. Et la télé, oui, m'a amené à faire plus de shows corporatifs, ce qui m'a amené à faire de la scène pendant toutes ces années. Oui, donc la télé était... Même aujourd'hui, c'est très difficile de passer à la télé. Puis, tu sais, on a toujours besoin de faire connaître qu'on est en tournée, qu'on va être dans telle région, tout ça. Il y a peu de shows télé et il y a beaucoup de spectacles. Ouais. Donc, les télés vont prioriser les nouveautés, les choses qui sont plus hot. Là, qui sont... Alors, c'est plus complexe. Mais j'ai vécu des belles années quand même. Oui, c'est sûr. Et tu l'as mentionné à quelques reprises, dans les dernières questions que je t'ai posées, mais bon, après le succès ici, tu as eu envie d'aller faire les États-Unis. Tu t'es donné comme défi d'aller faire des spectacles aux États-Unis pour finalement faire une résidence à Vegas. À quel moment il y a eu en bon français, ce step-là? Comment on se dit, bon, là, je suis prêt à exporter mon... Ouais, c'est une longue histoire. Tout d'abord, le goût des États-Unis, ça vient... C'est mon père qui avait l'American Dream très, très fort. Mon père a travaillé aux États-Unis, à New York, en hôtellerie d'ailleurs. OK. Et, de père en fils. Oui. Et le passage, ben, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un endroit qui a ouvert à Las Vegas où il y avait des shows de magie, des contrats de 6 mois. Okay. Avec, c'était comme un peu comme des gens allaient souper dans un endroit un peu particulier et transféraient dans un théâtre et il y avait le show. Donc, on pouvait faire entre 3 et 8 shows par soir. Et ça s'appelait Caesar's Magical Empire. Donc, ça, c'était dans le Caesar's Palace. Et c'était un peu un concept de soirée magique où les gens venaient en gang et c'était vraiment, vraiment extraordinaire. Et donc, j'ai eu 3 contrats successifs dans cet endroit-là. Et il y a eu des apparitions télé qui ont été Good Morning America, Regis and Kathy Lee. Et après, il y a eu 2 gros passages. Un show qui s'est appelé World's Greatest Magic, où ils ont retenu 5-6 magiciens à travers du monde pour en faire un spécial télé. Et Champions of Magic, qui a été tourné à Monaco, où j'ai fait disparaître Stéphanie de Monaco. Alors ça m'avait comme un peu propulsé. Ouais. Et après ça, il y a eu Paris-Las Vegas, qui était un nouveau casino-hôtel avec un nouveau théâtre. J'ai rencontré les gens parce qu'ils étaient de l'autre côté de la rue. Moi, j'étais au Caesars, eux étaient de l'autre côté de la rue. Je leur ai fait une présentation et ils ont embarqué dans l'aventure. Et on a créé un show spécialement pour eux avec des musiques françaises, des décors français. Tout était français avec une belle thématique. Encore une fois, Bertrand a fait un super boulot. Et ce show-là, on va l'avoir joué pendant 6 mois. On aurait pu jouer plus longtemps, mais le show qui est venu après ont exigé de répéter dans le théâtre. Et ce qui nous a réduit notre temps. Ah. Et ce show-là devait durer 5 ans. Il a duré 6 mois. Ils nous ont rappelé par après, mais on était déjà en tournée au Québec. Puis, justement, tu avais déjà ta carrière bien établie au Québec. Qu'est-ce que ça signifie pour toi et pour ta carrière d'exporter
ton métier, ta carrière? En fait, moi, ce que je suis fier, c'est que nous, notre équipe de création, on a, dans mon domaine à moi, là, qui n'est pas de la chanson, qui n'est pas de l'humour, qui est la magie, on a développé une façon de faire qui nous appartient, parce qu'au Québec, on a cette façon de créer qui est différente de l'européen, de l'américain. Donc, on a vraiment créé notre façon de faire et ça a plu aux gens. Et c'est ça. Et dans les critiques à Vegas, j'avais eu que des bonnes critiques, sauf une. Okay. Alors, c'est un paradoxe intéressant. C'était des critiques qui disaient un nouveau souffle, le cirque du soleil de la magie, parce qu'il y avait de l'émotion, il y avait de l'interactivité, il y avait de l'humour, c'était touchant. Et donc, ça plaisait, mais en même temps, la critique qui n'a pas aimé, c'est plus un conservateur Vegas qui disait « ça appartient pas ici ». Nous, c'était plus le gars qui voulait avoir des plumes, puis... classique. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, des fois, d'amener quelque chose de nouveau, ça peut choquer certaines personnes, mais en même temps, ça peut faire sa place. Fait que ça, c'est ça. Et aujourd'hui, je donne des séminaires de magie à travers le monde à des magiciens pour justement échanger cette façon que nous, on a trouvé pour amener la magie. Et David Copperfield a été inspiré par plusieurs numéros qu'on a créés ici au Québec. Là. On y reviendra. Je te laisse aller, Vanessa. Ben non, il n'y a pas de problème. et justement, on voulait te demander, tu l'as un peu répondu, je crois, mais quand est-ce que tu as voulu revenir au Québec? Est-ce que c'est justement le spectacle qui a duré seulement 6 mois, qui a fait en sorte, là, finalement, on ne prendra pas cette place-là, on revient comme prévu? Là, Bien, nous, on a toujours été beaucoup... On avait la chance d'être bien à l'avance dans notre calendrier. On était toujours 2 ans en avance. Donc, on savait qu'après Vegas, ben il y avait une tournée au Québec. Puis quand on dit Québec, c'est aussi Canada. Là, Nouveau-Brunswick, Ontario, où il y a des communautés francophones. La francophonie, Alors... tu sais, tu peux pas arriver et dire, OK, j'annule tout ça parce que... Puis Vegas, c'était cool, là. Ça a été... moi, j'étais un gars d'été, donc, puis je joue au golf, donc au niveau climat, c'était merveilleux. Je m'étais fait des amis, on restait dans un super endroit éloigné de la strip. Tu sais, c'était cool, mais en même temps, c'est des publics un peu à gagner à chaque soir, qui te connaissent plus ou moins. Tandis que tu arrives au Québec, le 4e mur est déjà brisé. Ouais. Donc, si tu es un gars de scène, tu veux ça. Tu veux avoir du fun sur une scène à partager avec un public. Puis Vegas, c'est un peu plus froid. Donc, j'avais bien hâte de revenir chez nous pour retrouver ce lien-là. Et il n'y a rien comme jouer chez nous, là. Il n'y a rien comme jouer au Québec. Et... alors, oui, ça a été notre dernier séjour aux États-Unis parce que, pour des raisons économiques aussi, c'est que Las Vegas, à ce moment-là, avait des revenus fixes au niveau des contrats. Et les contrats ont été modifiés par la suite où tu étais plus à risque. Alors, on a décidé que, on avait fait ce qu'on avait à faire. De revenir au Québec. Il y a eu par la suite le spectacle au Casino de Montréal, où il y a eu quand même une bonne mésaventure qui a précédé ce spectacle-là. Si tu peux nous mettre en contexte un peu qu'est-ce qui s'était passé. Oui, bien, il y en a eu plusieurs. Il y a eu, mes 3 premiers shows ont commencé au Casino de Montréal. En fait, pas mon premier, mais mes 3 autres suivants. Et à un moment donné, il y a eu la faillite de mon producteur. Ouais. Et si on revient au début de l'entrevue, moi, je ne me laisse pas abattre par un nom. Donc, mon producteur a fait faillite. On a racheté la production auprès du syndic. Bertrand et moi, on est partis, on est devenus nos propres producteurs. Et on avait déjà une entente en poche avec le Casino de Montréal. Donc, pour 100 représentations. Donc, c'était beaucoup, ça. Quand même, oui. Et alors, on a une semaine pour s'installer avant la première. On commence à répéter tout ça. Et 4 jours avant la première, pour ceux qui sont déjà allés au casino, le théâtre est c'est le penthouse de l'ancien pavillon de la France. Et en bas, il y a comme 3 étages de machines et de jeux. Donc, on s'installe une semaine avant la première. 4 jours avant la première, il y a un des spots qui est près du rideau. Et là, nous, on a parti. Il y a juste mon éclairagiste qui fait ses tests. On est parti. Et là, il est 10 heures du soir. Et là, le feu prend après le rideau.
Là, les gicleurs se mettent à partir. Il y a 10 000 gallons d'eau qui se déversent dans le théâtre et sur les niveaux inférieurs, ça descend. Alors, le casino a été fermé pendant 4-5 jours. Donc, nous, on était responsables des dommages, mais aussi des pertes. Mm-hmm. Et le casino faisait ce bâtiment-là faisait 1 million de profits par jour. Donc, j'ai reçu une énorme mise en demeure. Alors, j'en parle dans la conférence que je présente. Là, comment laisser aller notre créativité pour se sortir d'un problème qui aurait pu me faire arrêter mon métier complètement. Ouais. Alors, j'ai décidé de découper un morceau du rideau que je suis allé faire analyser. Et j'ai reçu le résultat. Et le rideau n'avait pas été protégé contre le feu depuis 5 ans, ce qui doit être fait à chaque année. Oh! Donc, la mise en demeure, la mise en demeure ah, mon Dieu. A disparu. Ouais. Magie. Voilà. Mais est-ce que donc, tu n'es pas superstitieux, là, parce que tu aurais pu te dire ce spectacle-là part de façon un peu tragique. Non. Alors on a nettoyé le tout, puis on a commencé quand même à la bonne journée, sans répéter par contre. Oui. Et là, ce qui a fait qu'on a réussi une première, parce que les gens dans la salle, les critiques, les journaux, les radios, les télés étaient là, parce que les premières, dans les années 90, 2000, début 2000, il y avait du monde. Les gens venaient. Et personne n'était au courant là, de cette histoire-là. Puis nous, on n'avait pas répété depuis 4 jours. Alors, notre équipe, on s'est tenu vraiment, vraiment serré. Là. Puis quand on se tient ensemble, quand on fait un travail de famille, là, bien, on peut passer au travers de n'importe quoi. Et ça a été une première parfaite. Et là, les critiques ont été super et le reste est enchaîné. Alors, quand la première est passée, tout va bien. Après ça, c'est fini. C'est derrière, c'est derrière toi. Donc, ensuite, on se projette maintenant début des années 2010. C'est la France que tu as conquise. Tu nous avais accordé une entrevue en 2017, alors que tu en étais à plus de 550 représentations en France avec ton spectacle qui s'intitulait « Drôlement magique ». Si tu peux prendre le magazine numéro 4... Tu vois qu'il n'y a pas grand-chose hein, dans les recherches. J'avais dû travailler fort. On a sauté de 90 à 2017. Okay. Si tu peux prendre, le magazine numéro 4 et nous lire ta réponse. La journaliste avait demandé pourquoi tu étais discret face à ton succès en France. Alors, j'ai répondu, recommencer à zéro est tout un défi. Je faisais mes petites affaires et quand je suis arrivé à mon 500e, je me suis dit que je pourrais en parler. Oui, ça, l'aventure française a été un peu le même cheminement que j'ai vécu ici, au Québec. Donc, je suis arrivé dans un endroit où j'étais totalement inconnu. Et il fallait que je trouve une façon de me faire... me rendre à ce que quelqu'un s'intéresse à avoir mon show dans son théâtre, c'était déjà beaucoup de travail parce que là-bas, je ne sais pas combien est-ce qu'il y a de shows par soir, 600-700 shows, et les théâtres sont complets. Ouais. Alors, on a dû trouver une productrice déléguée là-bas, Patricia Moreno, qui, elle, avait été la productrice d'Anthony Cavana et Stéphane Rousseau. Donc, qui connaissait bien le marché Québec, France, Paris. Et on a fait des showcases et elle a invité plein de gens. Donc, en sortant du showcase, on avait eu 3 producteurs français vraiment intéressés. Donc, showcase, c'est tu présentes en fait, ton tu fais ton show. C'est ça, Tu fais ton show devant le public et devant des gens du milieu. Donc, des tourneurs, des producteurs, des gens d'événements, tout ça. Et on a 3 producteurs qui sont intéressés. On les rencontre. Il y en a un qui décide avec qui on s'entend, qu'on préfère. Alors, on commence à travailler ensemble. Au bout de quelques mois, eux se désistent pour des raisons économiques. Et là, je me retrouve plus de producteur. Entre-temps, je fais un show avec Serge Denoncourt qui s'appelle le Comedy Magic Show et Arturo Brachetti, qu'on a joué au Québec. Et là, on joue à Paris, au Théâtre Le Gymnase. Et c'est un succès. Entre-temps, moi, je fais mes petites affaires de côté et je refais un showcase dans un autre théâtre, le Casino de Paris. Et là, personne n'est intéressé. Parce que vu que j'avais déjà dit non à plusieurs personnes au départ, ben là, l'orgueil peut-être rentre en ligne de compte. Sauf un théâtre qui me dit, moi, je serais prête à vous prendre
mais dans des conditions où je dois assumer un risque. OK. Et j'y crois encore tellement que je fais go, on y va. Alors, on fait une entente pour 4 mois et on s'installe au mois d'août, où Paris est vide. Oui. Quelle belle idée. Moment parfait. Quelle belle idée. Ouais, parfait, c'est la meilleure idée qu'il n'y a pas eu. Sauf que ça nous a permis de mettre de la pub partout dans Paris qu'on n'aurait pas eu les moyens pendant les grosses saisons. Donc, on était dans le métro, sur les colonnes Maurice, on était partout. Et on a créé un petit engouement, tout ça. Donc, on a commencé à faire des shows. Il y avait un peu de monde, tout ça. Et là, entre-temps, le directeur du théâtre décide de faire une première sans m'aviser. Alors, moi, je fais mon show. Sans savoir. Sans savoir que le Figaro, le Parisien, tout le monde est là. Il y a des artistes. C'est même bizarre, ça. Et là, je fais mon show. Et après, on m'annonce, Bertrand, le directeur, que c'était ma première médiatique. Je fais « What? » Et alors Est-ce là, que ça avait été un bon spectacle? Oui, ça avait été parfait. Et là, j'ai pas dormi de la nuit parce que j'attendais les critiques. Parce que les critiques vont faire en sorte que ça va influencer le public. Ça casse, ouais. Alors, Télérama m'a donné le maximum. Eux donnaient des thés. OK. 1 thé, 2 thés, 3 thés ou pas de thé. Alors, moi, j'ai eu le maximum 3 thés, ce qui est génial. Parce qu'il y a des gens, même sans connaître le show, vont voir des 3 thés Télérama. Se base sur ça, oui, absolument. Figaro, ça a été parfait. Et Parisien, note parfait aussi. Et ainsi que les radios, tout ça. Alors là, le bouche à oreille est parti. Et là, j'ai réussi à avoir un passage sur une émission, l'émission de variété la plus écoutée en France, qui s'appelle Le plus grand cabaret. Le cabaret, oui. Et moi, je voulais être un invité régulier là. Je ne voulais pas passer juste une fois. Et je suis arrivé sur place et j'ai fait mon meilleur numéro. En fait, c'est pas ça que j'ai fait. C'est qu'en répétition, quand je suis arrivé devant l'équipe, la veille du tournage, j'ai dit, j'aimerais ça vous en présenter 2. Vous choisirez celui que vous voulez. Donc, il était bien content. J'ai fait mes 2 numéros. Ils disent, on veut les 2. Donc, tu reviendras le mois prochain. Je fais, parfait, je reviens le mois prochain en répétition. J'ai dit, j'aimerais ça vous en présenter 3. Tu t'assurais une place à chaque fois, oui. Je prenais mes réservations. Et donc, j'ai été régulier pendant 2 ans. Et le passage qui m'a fait le plus, je dirais, sécuriser ma place, c'est que j'ai eu une idée de faire apparaître, selon des choix au hasard, derrière un panneau, le 31 décembre, l'artiste français le plus populaire. Et ça a été mon moment de télé le plus mémorable. J'avais réussi à convaincre Jean-Paul Belmondo de faire un passage télé le 31 décembre. Lui, il ne faisait plus de télé à cause de son état. C'était complexe. Et pour une longue histoire que je ne vous raconterai pas, parce que on va passer la journée ici, il a accepté. Et ça a été sa dernière télé. Donc, et ce passage-là, Sébastien m'avait pris dans ses bras, il m'avait dit, tu viens de me faire revivre mon enfance. Alors, on avait créé un lien, ce qui m'avait gardé pendant le plus grand cabaret pendant 2 ans. Puis comme je disais tantôt, quand on vous voit à la télé, bien là, on crée de l'intérêt. Alors, le 4 mois s'est transformé en 4 ans. Ça a été 652 représentations à Paris, ce qui est rien. Au Théâtre de la Gaîté. Et après ça, on a eu, je pense, 90 villes en tournée. Donc, ça avait été vraiment une belle aventure, un beau succès. Puis j'étais fier parce qu'on est parti de 0. Tu sais. Alors, c'était comme un peu devenu le show chouchou à Paris. Il y a plein de personnalités qui venaient voir le show. J'ai été aussi consultant pour des comédies musicales, pour des effets magiques, La Belle et la Bête, Fantôme... Le bal des vampires avec Roman Polanski, qui est venu voir le show, que j'ai conseillé pendant son show. Quel autre aussi? La Belle et la Bête. En tout cas, il y en a un 3e dont j'oublie. Alors, c'était vraiment là, des belles années. Puis ma blonde qui venait me rejoindre, évidemment. Oui, c'est le fun, ça aussi. Ben oui. Mais tu parlais, c'est ça, des bonnes critiques, puis aussi des apparitions télé. Mais à quoi tu crédites ce succès-là en France? Est-ce qu'il y a quelque chose... cette apparition-là en particulier, tu penses qu'il a vraiment tout changé?
pour toi là-bas? C'est la même raison que je t'ai dit tantôt. C'est le fait qu'on apporte quelque chose de nouveau, de différent. Moi, je suis un performeur qui est sur scène, qui fait monter du monde sur scène, qui va dans le public, qui appelle du monde. Tu sais, chaque soir devient un moment de folie. Et à Paris, tu n'avais pas ce côté-là qui était proche, rapproché, interactif, improvisé. Et ça, ben, ça faisait que chaque soir était un soir différent, puis c'était quelque chose de neuf pour eux. Comme à Las Vegas aussi, c'était quelque chose qui n'existait pas. Tu sais, à Vegas, tu vas voir un show, puis tu es dans le public, puis tu regardais le show. Là, tu sais. Mais de participer, où il y a des numéros où tout le public participe au complet à plusieurs reprises, ce que je fais encore aujourd'hui ici au Québec. Alors ça, c'est ça qui a fait que le show a marché. Puis quand on lit les critiques, ben c'est ça que les gens retiennent. Tu sais, bon, c'est nouveau, c'est drôle, c'est touchant. Alors, c'est tout le travail d'une équipe de création pour croire en ce qu'on faisait. Là. C'est quand même intéressant l'extrait qu'on t'a fait lire, ce que tu disais, que tu n'en parlais pas beaucoup. Est-ce que c'était de ce succès-là en France, ici, que tu n'en parlais pas beaucoup? Est-ce que c'est par pudeur? Est-ce que c'est pour être humble ou c'est juste parce que... Tu veux-tu la vérité, Vanessa? Ben oui, toujours. Parce qu'il n'y avait pas d'intérêt. Oui. Oui, c'est ça. Je peux te dire un exemple. Je présentais ma 500e et je voulais faire venir des journalistes. Des journalistes d'ici, Québec. Parce que je savais qu'il y avait une tournée au Québec qui se préparait. J'ai dit, venez voir ça. J'ai dit, dans mes souvenirs, je ne sais pas s'il y a un Québécois qui a fait 500 shows, son one-man show à Paris, là. Et moi, non, c'est des coups, tout ça. Je comprends pas. Alors, finalement, j'ai appelé le responsable du variété au Journal de Montréal. J'ai dit, regarde, je sais qu'il y a des coûts, tout ça. J'ai dit, je vais assumer les frais. Tu y croyais à ce point-là. Et là, il y a un journaliste qui est venu. Il est venu voir un show en tournée, puis il est venu voir un show à Paris. Et le week-end suivant, dans le cahier week-end, on avait la première page et 5 pages. Alors, c'était quand même quelque chose. Mais je peux comprendre qu'il y avait des frais. Oui, c'est vrai que c'est un... Oui. Mais tu sais, si je remonte, par contre, dans les premiers shows, ben, tu sais, il y avait beaucoup plus de télé. Tu sais, les télés sont venues à Las Vegas, tu sais, ils se sont déplacés. Ouais. Mais là, j'ai senti que l'intérêt n'était pas là. Puis en fait, c'est une réalité. Quand je rencontre des jeunes qui commencent dans ce domaine-là, puis qui me disent « Aurais-tu un conseil? » Je dis « Trouve une façon de durer dans le temps. » La longévité, J'étais sur scène avec Michel Barrette la semaine passée, et un show où je l'interviewe, tu sais, puis on a parlé de ça. C'est que lui, sa plus grande fierté, c'est d'avoir duré toutes ces années-là. Puis il faut se diversifier. Moi, j'ai fait de la radio. La seule chose que j'ai pas fait, c'est du théâtre et du cinéma. J'ai fait de la radio, de la télé, de la scène, de l'animation. Mais c'est ça, c'est de durer aussi longtemps. Puis on dirait qu'au Québec, quand ça fait bien longtemps que tu es là, ben surtout aujourd'hui, parce que, puis je comprends, il y a tellement de nouveautés, de nouvelles choses que, tu sais, des fois, les anciens, ils vont être là plus tard, on verra. Tu sais. Ouais. Alors c'est ça qui est arrivé. Alors, il a fallu que je me batte un peu, là. Est-ce que je sais que toi, c'est de la magie, puis mais est-ce que tu en as déjà peut-être parlé? Est-ce que c'est quelque chose qui arrivait aussi, tu penses, à des Stéphane Rousseau, des Anthony Cavana? C'est propre à des Québécois qui vont là-bas, dont on parle moins ici? Je pense qu'au niveau... Mais tu l'as bien dit, là, tu as été délicate, là, mais c'est vrai que la magie, c'est comme... tu sais, on va associer la magie plus à... Tu sais, nous autres, dans la hiérarchie de spectacle, là, on est quasiment en bas des mimes, là, tu sais, fait que... c'est comme on est les derniers en bas, tu sais, un magicien, je peux en avoir un pour ma fête d'enfant, tout ça, mais non, la magie peut vous faire vivre des choses assez extraordinaires, peu importe votre âge, là. Ne serait-ce qu'une sortie en famille, d'amener votre enfant, vos petits-enfants, les grands-parents, de sortir en gang, puis de voir un show où il y a de l'intérêt pour tout âge, là, tu sais. Alors, moi, j'ai eu à me battre toutes mes années dans la magie, mais quand j'ai le monde dans la salle, je le sais qu'ils vont être gagnés. Là, alors oui, c'est peut-être un point intéressant.
en France, couronné de succès, mais tu as aussi eu des moments plus difficiles, ou en tout cas, tu as eu un accident en 2015, un accident de vélo qui aurait quand même bien pu te coûter ta carrière. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, alors c'est la première année où on s'installe au Festival d'Avignon. Le Festival d'Avignon qui est l'événement de théâtre en France. On parle, là, ça dure pendant 3 semaines, à peu près entre 1000 et 1500 shows par jour. Alors, nous, on fait venir à Paris le directeur d'un des théâtres les plus importants à Avignon, le théâtre du Chêne Noir, qui est une ancienne église transformée en théâtre. C'est absolument magnifique, là. Et il vient voir le show, il capote sur le show. Il dit, moi, je vous veux. Et là, on choisit l'heure 19h parce que après, tu veux vivre à Avignon, après 19h, on s'en va souper l'équipe, ça va être cool. Alors, comment ça marche à Avignon? C'est que la première semaine, elle est assez importante. Si les gens ne te connaissent pas trop, il faut qu'il y ait un bouche à oreille qui s'installe. Alors là, ça s'installe et le 14 juillet, début de la 2e semaine, on a notre premier complet. Donc, c'est installé. Puis, le Festival d'Avignon, tu es là pour vendre toute ta tournée. Ah, OK, oui. Autant en France, en Suisse, en Belgique, c'est là que tu t'installes pour la suite. C'est une étape importante. Tu ne vas pas juste faire Avignon pour le trip de faire Avignon parce que ça coûte cher. Fait qu'il faut que ça rapporte en bout de ligne. Et moi, je m'étais loué un vélo. J'étais un amateur de vélo. Et là-bas, il y a des champs, il y a des pistes cyclables à travers des tournesols, de la lavande. Essaye d'imaginer. Là. Puis il y a du soleil beau décor, tous les jours. Oui. 14 juillet, au matin, je pars avec mon vélo. Je m'en vais je traverse le pont. Et là, je me ramasse à mon endroit, puis ça sent bon. Puis je fais comme, je me pince, là, tu sais. Je reviens en ville. Et là, Avignon, c'est une ville fortifiée, tu sais. Donc les gens, ça ne circule pas vite, là, il y a des murs. Et là, j'arrive à une intersection, et là, je suis en train de boire de la main droite. Alors, il y a une voiture qui me coupe, pas vite, mais assez. Oui. Et là, je suis obligé de freiner de la main gauche. Donc, la roue d'en avant bloque, je passe par-dessus le vélo, tombe sur le char, tombe ses 2 mains, me casse les 2 coudes. Les 2? Ouais. Oui. Alors, je me retrouve à l'hôpital. Alors, après avoir pris des radios, tout ça, le chirurgien vient me voir, il me dit qu'il faut t'opérer. Le lendemain, il vient me voir, il me dit qu'il faut t'opérer. Sauf que ça se peut que la pièce que j'aurais besoin, on ne l'a pas. Je dis, OK, on fait quoi? C'est quoi la suite de bord? Des backorder. Alors, ça pourrait prendre une semaine. Alors, je décide de retourner au Québec et je me fais opérer quelques jours plus tard. Et là, je pensais vraiment... tu sais, j'avais peur d'avoir perdu ma mobilité. Le chirurgien m'avait averti qu'il y a un risque au niveau nerveux. Et du fait qu'il fallait attendre une semaine? Non, c'est-à-dire qu'au niveau de l'opération, s'il touche des nerfs, ben, je peux perdre mon mouvement des doigts. Et finalement, l'opération a bien été correcte. Mais là, il y avait toute l'étape de physiothérapie que j'ai faite, que j'ai surfaite, puis je l'ai trop faite. D'ailleurs, j'ai des problèmes aujourd'hui à cause de ça. Et finalement, bon, j'ai pu reprendre la scène. Il y a des mouvements que je ne peux plus faire, que je faisais avant, mais que je ne peux plus faire. Donc, j'ai juste modifié un petit peu les techniques et les présentations. Mais non, ça a été vraiment... Et on est retourné à Avignon l'année suivante. Donc, on a repris notre élan au Chêne Noir. Vous l'aviez laissé. Et là, c'est là qu'il y a eu 90 villes qui se sont bookées en tournée, là. Est-ce que, je me doute bien de la réponse, mais ça a été difficile de ne pas pouvoir pratiquer ton métier, ta passion pendant ces mois-là où tu as été... Oui, mais moi, dans le domaine de la magie, je ne suis pas reconnu pour quelqu'un de super habile. Je ne suis pas un grand technicien. Ouais. Parce que
j'investis mon temps dans bien d'autres affaires qui fait que, techniquement, je vais y aller pour des choses un peu plus simples, mais dont je suis convaincu qu'il y a d'efficacité. C'est pour ça que les magiciens viennent voir mon show, ils disent, bon, c'est bien simple. Puis je dis, non, c'est pas simple. Il y a tout un travail de recherche, d'écriture au travers de tout ça, de façon de présenter, et c'est pas simple. Et quand je leur explique exactement, ils comprennent, là. Tu sais, il y a tout un travail derrière. Mais disons qu'il y a des choses, moi, je vois à travers le monde, des magiciens qui sont, des Asiatiques, entre autres, qui sont techniquement bien plus forts, là, tu sais, mais qui n'ont pas qui sont pas des bêtes de scène. Ouais. Mais techniquement, ils sont écœurants, là. Mais moi, j'ai plus investi dans le travail à parler au monde, à échanger, à créer un lien, à créer de l'émotion. Et c'est ça qui a fait aujourd'hui que j'ai pu jouer dans des pays à l'étranger. Comme tu disais tantôt, c'est quand un peu quelque chose de différent, de nouveau, qui fait que tu te démarques. Après ces années-là à Paris, tu es revenu au Québec pour montrer Drôlement magique. Puis en 2018, tu es devenu juge à la Magie des stars à TVA. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la genèse de ce projet-là à la télé? Oui, en fait, ce qui est arrivé, moi, je devais arrêter. Puis parce que je trouvais le marché compliqué, je trouvais ça de plus en plus difficile de vendre du billet, donc je voulais juste me concentrer sur l'événementiel. Et je suis à Paris, et là, il y a Eric Young, qui est le directeur de la boîte Entourage, qui vient me voir à Paris, puis on se rencontre, tout ça. Et là, il me dit, écoute, il dit, je suis sur un projet télé, j'aimerais ça que tu travailles là-dessus. J'ai dit, OK, là, il m'explique c'est quoi le projet, tout ça. Et il dit, en même temps, il dit, je veux que tu fasses un nouveau show. Là, je dis, ben là, je suis pas sûr que j'ai... je suis pas sûr que j'ai du gaz, pas sûr que j'ai de l'énergie. Puis j'étais fatigué, puis Paris, ça avait été tough, puis j'étais épuisé. Ouais. Fait que je dis, laisse-moi réfléchir tout ça. Et là, le projet télé, c'est la Magie des stars. La Magie des stars, pour ceux qui l'ont jamais vu, c'est des artistes qui font des numéros de magie, et c'est jugé de façon très sympathique, là. Oui, on n'est pas là pour non, détruire des carrières. Personne. Oui, exact. Et moi, on m'a donné la responsabilité, je peux le dire aujourd'hui, parce que oui, j'étais juge, mais j'étais derrière la conception des numéros. On se doute bien. Avec une équipe... dont un copain, Nicolas Gignac, qui est un ami de Québec, qui fait de la magie, qui est très bon et qui présente ses spectacles aussi. Donc, on était 3-4 concepteurs là-dessus. Et parce que on a quand même créé une 60aine de tableaux de 5-6 minutes. C'était beaucoup de magie, plus la magie qu'on présente. Il y en avait de la magie. Donc, j'ai accepté ce projet-là. En parallèle, je montais mon nouveau show. Et qui s'est appelé La mémoire du temps, qui était un show un peu plus théâtral. J'avais décidé d'aller un peu plus dans l'émotion, moins dans l'humour, tout ça. Alors, donc, La Magie des stars part, La mémoire du temps commence, on le présente au Québec, on le travaille, ça va bien, j'aime le show, et là, on s'installe à Paris. Fait que mon producteur dit, on va essayer de revivre l'expérience française. On s'installe dans un théâtre de 1000 places qui était énorme, le Palace. Et là, encore une fois, ça faisait un bout de temps que je n'avais pas été en France, donc tout était à recommencer. Fais venir Télérama, 3T Télérama encore, ça va bien, tout ça. Là, ça part. La bouche-à-oreille part, et là, grève des Gilets jaunes. Ah oui. Le pays ne peut pas circuler, en arrêt complet, ne peut pas se déplacer. Donc, les théâtres sont vides. Fait qu'on décide de revenir au Québec à ce moment-là. Alors, ce que j'ai oublié de dire aussi pendant l'aventure française, la première, là, à Paris, pourquoi c'était complexe aussi, c'est que moi, j'ai vécu Charlie Hebdo, j'ai vécu le Bataclan. Quand il y a eu les attentats à Nice, j'étais à Avignon. Quand j'étais en tournée, il y a eu les attentats en Belgique. Donc, j'ai tout vécu ça, ce qui fait que pendant ces périodes-là, il y avait pas de monde dans les théâtres. Ouais. Puis moi, l'esprit était moins à la fête, au divertissement. Je suis coproducteur, donc les théâtres vides, là, l'argent sort. Il faut les payer quand même. Et on a célébré cette année le 10e anniversaire du Bataclan. Le Bataclan, oui. Et moi, j'étais là.
Je l'ai vécu le soir, je l'ai vécu le lendemain, je l'ai vécu 2 jours après, avec des gardiens armés à la porte qui fouillaient tout le monde avant de jouer, avant qu'on joue. J'ai joué devant 20 personnes et c'était vraiment super émotif. Charlie Hebdo, les gens avaient mis une banderole devant la scène. « Je suis Charlie », tu sais. Alors, c'était... bref. Oui, une époque quand même forte en émotion. Oui, beaucoup. Tu sais, on ne savait jamais à quoi s'attendre. Et donc, on s'en va à Paris. On joue le show, ça va bien. Grève. Au bout de 2 semaines, on décide d'arrêter tout. Puis on revient au Québec pour le temps des fêtes. Et puis donc, de Magie des stars, on voulait savoir par curiosité. Donc, il y a eu 5 saisons. Quelle célébrité t'a le plus impressionné ou surpris? Ils m'ont tous épaté. Ouais. Ils m'ont tous surpris parce qu'eux arrivaient dans un domaine où ils étaient dans l'inconnu, puis ils se sont donnés à fond. Si je mettais le numéro 1, là, je pense... je peux pas mettre de numéro 1 parce que... Non, mais celui qui était... Un nom qui devient... Celui qui a beaucoup répété, là, parce que c'est un orgueilleux, puis il voulait gagner, puis il a gagné, c'est Mario Tessier. OK. Mario a travaillé fort, puis on lui a donné un numéro pas facile. OK. Où il devait manipuler. Puis c'est drôle parce que je le voyais trembler. Tu sais. et non, il avait fait un super boulot, mais ils ont tous été bons. Là. D'ailleurs, si on faisait un show de tournée, là, puis que je devais en choisir 4 ou 5, là, si, mettons, tout le monde disait oui, je veux y aller, je ne saurais pas qui prendre. Non? Ah oui, ils ont tous... ils ont tous tiré leur épingle du jeu. Vraiment à fond. Oui, bien, c'est le fun. Parce que nous, on comprend pas... Bien, c'est ça, c'est de la magie. Fait qu'on comprend pas comment ça... Je pense à Normand D'Amour, qui était un acteur extraordinaire, qui a joué le jeu. Ouais. C'est le fun d'être dans l'envers du décor pour une fois, puis d'apprendre comment les faire, ces fameux trucs-là. Bien sûr, puis de mettre ta touche aussi. Ouais. Ouais. Je les comprends de s'être appliqués. 2019, maintenant, tu nous accordais une entrevue où tu nous dévoilais 7 vérités à ton sujet. Si tu peux prendre le magazine numéro 5 et nous lire... et nous lire la première vérité que tu nous avais révélée à ton sujet. Oui, j'ai été initié par mon père. Oui. Ouais. C'était le seul truc qu'il connaissait, oui. D'ailleurs, c'est mon papa. Sur la photo, oui. Ouais. Donc, ce que tu disais, c'est ça, que c'est le premier truc que tu as appris, c'était un jeu de cartes, un tour de cartes que ton père faisait, que tu as fini par apprendre. Oui. Puis après ça, tu disais que c'était le seul tour que ton père connaissait, que lui n'a jamais pu te voir sur scène, que par la suite, là, un peu plus tard, David Copperfield est venu te voir et a repris ce même numéro-là. Donc, le numéro de ton père a voyagé. Au travers le monde, oui. Puis c'est un numéro, si ça vous tente, là, si vous n'avez rien à faire, là, allez sur YouTube, allez voir Alain Choquette, Les 4 As. Vous allez voir la présentation d'un numéro que mon père faisait, que j'ai modifié, évidemment, un peu, là, au niveau des techniques pour le rendre plus poétique et plus chorégraphique, sur une belle musique d'un thème de film Cousin-Cousine. Et on en a fait avec Gary, dont je t'ai parlé au début. On en a fait vraiment un super beau numéro qui va être repris par Copperfield. Donc, vous allez pouvoir, si vous faites les recherches, vous allez pouvoir voir les 2 versions. Ouais. Alors, lui, il a pris l'histoire, la musique, tout. C'est la première fois qu'on faisait un truc ensemble. Et c'est ça. Donc, l'idée de mon père a fait vraiment le tour de la planète. Quand même touchant. Oui, quand même. Puis tu disais, en plus, tantôt, ton père avait ce rêve-là, le rêve américain. Donc, c'est quand même un beau clin d'œil. Oui, je suis retrouvé à New York. Il y a eu un petit peu de lui à New York et à Vegas. Quand même. Pour des non-initiés comme nous, là, bon, on sait qu'en musique, bon, des gens écrivent des chansons pour d'autres. Ça, en magie, comment ça fonctionne de vendre un tour à un autre magicien? Ça dépend. Il y a plusieurs façons. Comme moi, je vais donner des séminaires dans des pays. Bon, c'est sûr qu'il y a des accessoires. Il y a des... Au Québec, là, moi, si je regarde toutes mes années, j'ai créé des centaines de numéros, puis je ne les fais pas tous, là, j'en fais une quinzaine que je garde. Donc, le reste, j'en fais profiter d'autres magiciens. Et il y a des accessoires qu'on crée. J'ai écrit mon seul livre de magie. Je l'ai écrit pendant la pandémie, et il est sorti l'an passé en Europe. Et c'est le seul livre que je vais faire où il y a 12 chapitres. Pour mes 12 spectacles, donc je me les critique, l'affiche, tout ça, puis je vais chercher quelques numéros de chacun des shows, puis je les enseigne, je les partage. Alors,
ça va s'adresser beaucoup à des magiciens qui sont pas nécessairement, comment je pourrais dire, qui sont, je ne veux pas dire professionnels, là, mais je veux dire qui sont pas dans des théâtres à vendre du billet. Moi, si quelqu'un vend, comme par exemple, je me suis retrouvé à Paris, puis il y a un gars qui a pris un de mes numéros sans me le demander. Ce qui arrive souvent, mais si le gars, il fait des mariages ou des fêtes, j'ai pas de problème. Tu le fais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est à moins grande échelle. Non, mais si tu vends des billets au bord de la rue dans un théâtre, là, j'ai un problème. Alors, c'est de conserver tout ça, c'est de protéger ça. Et, mais avec Copperfield, c'était plus, il y a eu des échanges monétaires, mais plus des échanges de services. Mm-hmm. Pas facile à dire. Là, des échanges de services qui sont... Exemple, quand un de mes numéros, le premier numéro, moi, tout ce que je voulais, c'était avoir mon nom à la fin du générique. Parce que lui, son spécial télé était très regardé et les gens du milieu regardaient le générique à la fin. C'était Special Thanks to Alain Choquette. Et le lendemain... Le téléphone sonne. Oui. Ça a été la première fois. La deuxième fois, j'ai demandé une vidéo parce qu'il était venu voir le show de ce qu'il pensait de moi. Puis là, il m'a fait une vidéo de 30 secondes que j'avais envoyée au Paris-Las Vegas, qu'eux ont regardé, puis là, ils ont dit « OK, viens nous voir ». Donc, c'était... Puis à un moment donné, il y a eu d'autres négociations. Oui, parce que c'est pas le seul tour qu'il a acheté. Il y a eu d'autres échanges avec Copperfield. Donc, c'est quand même une relation qui a perduré un peu. Oui, mais sauf que lui aussi, à un moment donné, il fait son show, il devient comme dans un carcan. Il a son show, puis bon, de changer un numéro, puis d'en remettre un neuf, c'est pas toujours le cas. Là, moi, dans mon show présentement, je suis super... c'est comme ça. Je dirais que ça m'a pris 35 ans de l'écrire. J'ai tellement de fun à le faire que je voudrais rien changer. Donc, je garde ce show-là. Tel quel. Donc, probablement qu'il est pareil, lui. Oui, probablement. Dans la même entrevue qu'on vient de lire, tu nous parlais de ton 11e spectacle, alors. Tu peux le reprendre, mais on n'a pas rien à te faire lire. Mais donc, tu nous parlais de ton 11e spectacle, La mémoire du temps, que tu as commencé à présenter en 2019. Et tu nous disais que ça allait être ton dernier. Ensuite, début 2020, tu as subi une crise cardiaque au début de l'année. Puis quelques mois plus tard, il y a eu la pandémie qui a frappé. Donc, le spectacle a été retardé. Est-ce que tu peux nous parler de cette période-là qui, j'imagine, une crise cardiaque, une pandémie, un report de spectacle, ça a dû quand même être difficile, autant professionnellement que personnellement? Oui, pendant les Gilets jaunes, pendant ce bout-là à Paris, j'ai pas eu beaucoup de plaisir. Ça a été parce que c'était encore... Tu sais, j'étais fin cinquantaine, puis, tu sais, de recommencer à zéro, tu sais, de tout le stress, les premières, tout ça. On dirait que j'étais moins tolérant. Ma tolérance au stress avait beaucoup diminué. Ouais. Puis j'étais moins capable d'en prendre, puis j'étais fatigué. Puis en plus, c'était l'automne. Puis l'automne à Paris, c'est comme... Tu sais, c'est sombre, c'est gris, c'est mouillé, c'est comme c'est tough, tough sur le moral. Et bon, je faisais mes shows, tout ça, puis j'essayais d'avoir le plus de plaisir possible. Et là, Gilets jaunes, on revient au Québec, et là, j'ai mon accident de santé, et là, c'est l'opération. Et là, je comprends, avant de me faire opérer, les raisons pour lesquelles ça va pas bien. C'est que mon cœur est bloqué complètement, ou presque, et là, tout mon corps est toujours en train de travailler pour faire circuler le sang, ce qui fait que je suis épuisé tout le temps. Alors, là, j'avais dit que c'était mon dernier, justement, à cause de ça, parce que je me disais, bon, c'est assez. Puis après ça, la pandémie est arrivé quelques semaines plus tard. Puis comme mon système immunitaire était à zéro, j'étais super sur le nerf de même faire venir des carottes. Ouais. Tu te rappelles, tu l'avais ton épicerie. On a tout fait ça. Oui. Je me suis fait venir... Moi, je m'entraîne beaucoup. Fait que je me suis acheté un gym. Puis le gym est resté une semaine dans le corridor. Parce que, tu sais, on savait pas. Au début, on pensait qu'il fallait que ça mijote 3 jours sans... Puis moi, en plus, je sais que je peux pas résister. C'est ça. Et j'ai pas vu ma blonde pendant 6 mois. Pendant cette période-là, qui a été extraordinaire, puis d'une patience de fou, là.
Et là, l'énergie reprenait tranquillement. Je marchais tous les jours, je marchais de plus en plus et j'augmentais mon rythme. Et là, je recommençais à faire des poids, je recommençais à faire du vélo stationnaire et ça revenait. Et là, je me rendais compte que au bout de quelques mois, je commençais à avoir du gaz. Et là, j'ai commencé à écrire. J'étais chez nous, j'avais juste ça à faire. J'écrivais. J'ai des livres pleins d'écriture. Et là, il y a des idées qui sont sorties. Et dont j'ai écrit une conférence. J'ai écrit pour le public une conférence sur la magie et un bouquin pendant cette période-là. Tu as été prolifique quand même. Oui, c'était tu n'avais rien d'autre à faire, oui, c'est ça. Oui. Et là, j'ai eu une idée pour un show. Puis là, je me disais, je voyais mon niveau d'énergie augmenter. Donc, on a repris la mémoire du temps, mais pas trippant. Okay. Parce que là, c'était la période des masques. Ouais. Tu sais, moi, je suis interactif. Hein? Je fais monter du monde sur la scène. Des masques ou moins de gens dans la salle. Oui, c'est ça. Et il y a un numéro, entre autres, où je faisais monter le couple le plus âgé de la salle à côté de moi, puis je les faisais parler. Puis, tu sais, ouais. Là, moi, il fallait que je me tienne loin. C'est des gens âgés. Il fallait que je fasse attention. Tu sais, c'était pas le fun. C'est pas pareil. C'était pas le fun. Fait qu'on a fini ce show-là. Les dernières représentations étaient correctes parce que, bon, la pandémie était finie, tout ça. Et là, j'ai rencontré Éric dans le bureau. Puis là, j'ai dit, sois bien honnête, là. Tu penses-tu que je suis capable de vendre du billet encore? Il me dit, c'est sûr. Mm-hmm. Fait que j'ai dit, voici l'idée que j'ai. Et là, on a écrit Entre Histoire et Illusion, qui est mon 12e show, qui roule présentement depuis... C'est encore un bébé, là, puis là, on vient de faire 30 000 billets. Là. Quand même. Ouais. Donc, justement, c'est ça. Tu présentes ton tout nouveau spectacle, Entre Histoire et Illusion, ton 12e. Tu cumules plus de 35 ans de carrière. Qu'est-ce que tu avais à raconter de nouveau dans ce spectacle-là? Bien, en fait, j'avais beaucoup à raconter parce que je fais un petit peu... je raconte... en fait, je parle de moi, mais en même temps, je parle des gens. Je raconte les différents passages de ces 35 ans-là, avec du visuel. Tu sais, quand je parle des gens, tu sais, je dis par exemple, par applaudissement, combien de gens se rappellent d'Adlib? C'est 80% de la salle qui s'en rappelle. Donc, je passe un petit clip d'Adlib, puis là, ça les fait revivre ça, tu sais. Et je mets des numéros, j'intègre des numéros qui ont rapport avec ces étapes-là. Exemple, Las Vegas, quand ils m'ont demandé de leur faire une présentation, la présentation a été super poche. Parce que pendant ce temps-là, il y a le téléphone d'un des patrons qui a sonné, l'électricité a manqué, puis le système d'alarme a parti. Coudonc. Et ça a mal été. Et là, ils m'ont dit, écoute, fais-nous quelque chose, là, puis si t'es capable de nous impressionner, là, on te donne le contrat. Et ce numéro-là, je le fais revivre aux gens. Tu comprends? Alors, c'est des idées comme ça. Il y a de la nostalgie. Je parle de mon premier show, première apparition, où mon numéro préféré, c'est quand je coupais un cheval en deux. Parfait. Mais là, j'ai pas de cheval. Fait que je vais couper un enfant en deux. Fait que je coupe un enfant en deux. Fait que c'est tous des liens comme ça. Faut venir voir pour comprendre. Oui, exactement. Adlib, mon concept, moi, c'était une table, du monde autour de la table. Ben, je fais monter des gens sur la scène. On les place autour d'une table, puis je leur fais revivre Adlib. T'sais. Alors, j'ai vraiment du fun. On appelle du monde à l'extérieur qui ne savent même pas qu'on va les appeler, puis on les fait participer à des numéros. C'est un peu le bordel là, pendant certains moments. Mais, un beau chaos. Un bordel structuré. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Alain. Ben merci, Vanessa. Tu as été très bonne. Ben, mon Dieu, très appréciée. Très volubile, très généreux. On l'apprécie. Ça me fait plaisir, puis j'espère que tu vas venir voir le show. Ben j'adore. J'ai jamais vu un spectacle de magie. Imagine. Tu vois-tu ce qu'on disait? Là, la magie. T'as-tu déjà vu un mime? Non plus. Un clown? Oui, des clowns, oui. Alors, une fois que tu vas avoir vu un bon show de magie, là, tu vas accrocher. Ben, je vais commencer par la crème de la crème. Ah, t'es gentil. Merci Alain. Prochain numéro est une production de Cube Studio. À l'animation, Vanessa Hébert. Conception et production au contenu, Simone Fortin-Bélanger. À la recherche, Nancy Gagné. Montage additionnel et habillage sonore, Frédéric Poirier. Merci d'avoir été à l'écoute et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode.